Difficile de l'admettre en plein 21e siècle, il y a encore des écoles primaires qui fonctionnent dans des huttes et cases à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'est le cas de l'école primaire Isirompeka dans le territoire d'Ingende dans la province de l'Équateur. À cause d'une extrême pauvreté, les parents d'élèves sont incapables de payer, tenez-vous bien, 1000 francs congolais par trimestre comme contribution au fonctionnement de cette école. Nos envoyés spéciaux sur place, Ruben Mayonis Diakiyunga et Guilain Muzembe de Gonzac, vous plongent dans cette émission dans une ambiance pittoresque en pleine forêt équatoriale à la rencontre des enseignants et apprenants vraiment atypiques. Dans quelques mois, les travaux de réhabilitation et modernisation du port international de Kalemi dans la province du Tanganyika vont commencer. Le projet prend de plus en plus corps à la grande satisfaction de tout le monde. À cet effet, les fonds de promotion de l'industrie et l'entreprise China Jesuba Group viennent de signer un protocole d'accord de collaboration pour la matérialisation de ce projet intégrateur combien important et susceptible de booster le développement socio-économique dans cette partie de notre République. Ces sujets et bien d'autres vous seront développés dans cette édition des Fiscalité et Développement que vous présente l'infatigable Didi Mavambunombolo Pepe Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement au pays de Joseph Kasavubo. Une école primaire, Isirompeka. Nous sommes dans le territoire d'Ingende, province de l'Équateur. 6 salles de classe, 6 enseignants non reconnus par les services de contrôle et de la paie des enseignants Sekopé. Le directeur de l'école crie à l'aide. Notre équipe de reporters est allée à la découverte de cette école de fortune installée dans la forêt équatoriale. Voici le reportage de Ruben Mayoni Tiakiyunga sur les images de Guilain Muzembe de Gonzac. Toute personne a droit à l'éducation scolaire, il y est pourvu par l'enseignement national, fin des citations, article 43 de la Constitution alinéa 1er. C'est à cause de ces droits que ces enfants de la province de l'Équateur sont ici, à plus de 70 km de Mbandaka, chef-lieu de province, dans la forêt équatoriale perdue, une école de fortune. Li, c'est un verbe? Oui ou non? Le verbe parti se termine par I. Vrai ou faux? L'école primaire Isirompeka, à quelques kilomètres du territoire d'Ingende. Isirompeka, ce sont 6 salles de classe, 6 enseignants de la première à la 6e année primaire. Les bâtiments sont en produit de la forêt, quoi de plus normal, les bancs également. Mais par souci de voir leurs enfants être éduqués, ces hommes et femmes mettent tout en œuvre. Ah, topesa bana lingala, topesa bango français, kotanga, pekoko. Atana njila so tuni ebile awa ya balumbe. Baya kalisu klasi te pona mbongo na contribution à 1000 francs. Bosingane kujanga bango yango wana komona ki bana baye ebele te pona bongo. Eloko toza kosenga aka bino bakunzi alitane bosunga biso. Pa awa toza kokelila so toza kosala bonde totombola mboka. Yango wana so boyete me ekozala mwa makasi penja. Salaire toza kana yango te, contribution ya malonga te. Yango wana bino bakonzi ya mboka nde bozali pa bosunga biso bana balumbe kutu tane bakoya ba ekola makolongulu bakujanga na mbongo ya mukeke bafutela bana ya classe. Yango wana bino bakonzi ya leta bosunga biso ke bana pe ba meka ya balumbe ba meka kutanga. Frais scolaires ou primes d'encouragement ou encore contribution des parents, le montant est presque dérisoire pourvu que les enfants n'étudient pas gratuitement. Les élèves nous payent l'argent de contribution et nous payons les cahiers de préparation par élève. Maintenant, on avait distribué de première à deuxième, ils payent 1000 francs par élève. Mais de troisième à sixième, ils payent 1500 par élève. Mais les parents de cet enfant, ils ne voulaient pas nous payer cet argent. On peut dire que les parents n'ont pas de moyens. Pour une école de cette trempe, les difficultés transparaissent. Le directeur de l'école s'en remet à Kinshasa, mieux aux autorités nationales. Dans mon école, j'ai 6 enseignants.
Mais pour le financement de l'enseignant, comme nous ne sommes pas adaptés au niveau SECOP, nous sommes vraiment dans la souffrance. Nous manquons la matériel didactique comme aussi le livre, le stylo et puis les cahiers de préparation des enseignants. Nous demandons au niveau national qu'ils peuvent nous aider. Merci de nous aider, d'amener nos paroles au niveau national. Le développement de la République démocratique du Congo est aussi tributaire de la formation de ses fils et filles. Chacun est ainsi appelé à jouer sa partition, car ses enfants ont besoin d'éducation. Ils en ont droit. Au lieu d'acquérir des jeeps qui coûtent des milliers de dollars américains, les prix d'une jeep peut construire plusieurs écoles à l'intérieur du pays. C'est ici aussi le lieu de relancer le débat sur la remise sur les rails du projet de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures scolaires PRIS qui a fait ses preuves dans certaines provinces du pays. Rentrons à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le campus universitaire sur la colline inspirée sera bientôt desservi en eau potable après plusieurs années sans réseau de distribution. Les travaux de construction de forages de puits d'eau financés par le Fonds de promotion de l'industrie tendent vers la fin. Le président du conseil d'administration du FPI, Isidore Kabwe-Mweu, et le directeur général Patrice Kitebi-Kibolvoul se sont rendus compte de l'évolution des travaux le jeudi 20 juin 2019. La même délégation s'est ensuite dirigée vers l'Institut Mukengeli où le FPI a financé la construction, la modernisation et l'équipement de cette école située dans la commune de Lemba. Tous ces ouvrages sont inscrits dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Michel Wangilokwa, Étienne Abenga Kumba Chuma signent ces reportages. Dans un mois tout au plus, la colline inspirée sera desservie en eau potable après 3 décennies d'interruption. La société Solution for Africa SARL, spécialisée dans la construction des forages des puits d'eau, a exécuté 80% des travaux prévus. À ce jour, 3 forages sont opérationnels, le 4e est en construction, comme le montrent ces images. Chaque puits d'eau est relié par les châteaux d'eau à travers un tuyau de refoulement pour desservir tous les sites universitaires en eau potable. Les membres du conseil d'administration et de la direction générale du FPI se sont rendus compte de l'avancement des travaux. Occasion pour le recteur de l'UNUKIN, le professeur Daniel Ngoma, de remercier le Fonds de promotion de l'industrie. Cette première phase a permis et continue à permettre aux professeurs d'université qui sont logés à l'université d'avoir de l'eau. Donc, depuis plus de 30 ans, les professeurs d'université avaient des problèmes d'eau et l'eau régulière, bien entendu, parce que la régie des eaux, de temps en temps, alimente de l'eau, mais d'une façon irrégulière. Grâce au forage, les professeurs qui, par le passé, bousillaient leurs véhicules, parce qu'ils devaient aller acheter avec des bidons à bord de leur véhicule, qu'on appelle cheval blanc, à l'extérieur. Mais aujourd'hui, les professeurs, maintenant, leurs véhicules sont calmes. Le staff dirigeant du FPI s'est ensuite rendu à l'Institut Mukengeli, toujours dans la commune de Lemba. Ici également, les travaux avancent à pas de géant. Certains bâtiments ont déjà reçu une couche de peinture, d'où la satisfaction du président du conseil d'administration du FPI, Isidore Kabwe-Mweu, et du directeur général, Patrice Kitebi-Kibolvoul. J'étais à la première pause par le ministre de l'Industrie. Ce n'était pas comme ça. C'est tout, et vous voyez vous-même, c'est toute une école nouvelle qui vient d'être construite. Et là, nous sommes à 80% des travaux, dans moins de 60 jours. Donc, nous sommes satisfaits de ce qui est en train de se faire. Globalement, nous sommes très satisfaits. À l'université de Kinshasa, c'est une population de plus de 30 000 personnes qui vont être desservies. L'investissement est de près de 750 000 dollars, en ce compris la TVA. Et ici, l'investissement global est de 1,8 million, en ce compris
la taxe sur la valeur ajoutée qui doit être reversée au Trésor. Et je crois que globalement, nous avons vu, non seulement il y a conformité par rapport aux normes de l'enseignement en ce qui concerne les bâtiments nouvellement construits, mais les travaux de rénovation et de construction de cette école font de ce patrimoine collectif un bijou. Lors de la prochaine rentrée scolaire du mois de septembre de l'année en cours, élèves, enseignants et autres responsables trouveront l'Institut Mokengeli différent de celui construit depuis 50 ans. Les fonds de promotion de l'industrie s'engagent également à équiper l'école des bancs, des ordinateurs, des machines à coudre et autres matériels didactiques. Tout sera fait avant la rentrée scolaire prochaine. Dans sa politique de réalisation des programmes structurants et industrialisants, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a signé jeudi 20 juin dernier un protocole d'accord de collaboration avec China Jesuba Group. Ceci concerne la levée de fonds internationaux, notamment pour la réhabilitation et la modernisation du port de Kalemi dans la province du Tanganyika. Ces partenariats FPI China Jesuba Group vise surtout le développement à long terme de plusieurs infrastructures dans cette partie du pays. La première partie du financement de ces projets est évaluée à 40 millions de dollars américains. Les précisions des Patience Vumilia Bokole sur les images d'Etienne Abenga Kumba Chuma. La signature de ce protocole. Ce protocole d'accord de collaboration vient amplifier la vision managériale du FPI qui veut mettre un accent particulier dans le développement des programmes structurants et industrialisants sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, le Fonds de promotion de l'industrie et China Jesuba Group vont travailler la main dans la main à la recherche des financements étrangers pour d'abord matérialiser le projet de réhabilitation du port de Kalemi. Ce port, un ouvrage d'intérêt public et économique d'une importance capitale pour le développement de la province du Tanganyika et l'approvisionnement d'autres provinces du pays. Pour assurer cette réhabilitation, le Fonds de promotion de l'industrie a besoin d'un financement qu'il ne saura couvrir avec ses propres moyens. D'où la nécessité de rechercher les partenaires extérieurs. Le partenariat qui commence va avoir réellement du contenu. Ce n'est pas du papier que nous signons, mais pour notre côté, nous avons du contenu réel. Et Gezuba, je pense, sera content de participer à la matérialisation de ce projet parce que nous avons beaucoup d'activités. Nous avons noté qu'il y avait une certaine préoccupation de la part de Gezuba Group parce qu'il faut que le volume d'activités sur notamment Kalemi soit assez important pour pouvoir justifier la mobilisation des équipements sur cette ville-là. Mais nous pouvons vous rassurer qu'au-delà de ce qui est déjà contenu dans le protocole, très rapidement, probablement, lorsque nous aurons fait les preuves, on pourra même envisager des avenants, parce qu'il y a beaucoup d'activités, notamment dans les domaines des infrastructures routières, pour améliorer la connectivité. Dans la recherche de mobilisation des fonds d'assistance pour le FPI, le directeur commercial de China Jesuba Group promet le début des travaux dans environ 6 mois. Cette convention concerne la réhabilitation du port de Kalemi et puis la construction d'un siège commercial. Et ça, c'est un projet ABC plus financement. Ça signifie la conception, la construction et puis ajouter le financement. Et puis on va chercher le financement en Chine. Pour la période de chercher le financement, en général, ça c'est à 6 mois ou à 1 année. Donc pour le début des travaux, c'est environ, le plus tôt possible, ça c'est dans 6 mois. D'ores et déjà, China Jesuba Group va démarrer dans les 12 prochains jours avec la construction du bâtiment devant abriter la direction provinciale du FPI Tanganyika et au Lomami. Et puis à la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades, les travaux relatifs
à l'examen des problèmes sociaux et administratifs du personnel se poursuivent à Safari Beach dans la commune de Lantsele. Ici, à Kinshasa, débuté depuis le 10 juin dernier, ce forum est un cadre idéal où les cadres et agents de la DGRAD sont en train de réfléchir sur l'avenir de leur régie financière. La finalité est d'aboutir à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des mobilisateurs des recettes non fiscales de l'État. Philo Cholet, Bapeke Unkani et Fanfama Kitudoma suivent de très près l'évolution de ces travaux. Débuté depuis le 10 juin 2019 à Safari Beach dans la commune de Lantsele, les activités de la commission ad hoc de la DGRAD se sont poursuivies normalement à la satisfaction de tous les participants. Ces forums permettent à ces derniers d'échanger à fond pendant 2 semaines sur tous les problèmes sociaux et administratifs de leur régie, parmi lesquels les problèmes relatifs au cadre organique, aux structures de la DGRAD d'ordre administratif et social, ainsi que ceux liés aux effectifs. Réunies en 5 sous-commissions, chacune d'elles comprend 3 directions établies par des listes de tableaux à traiter. Cet exercice consiste à traiter la situation de chaque agent et cadre avant présentation à la plénière, passant ainsi en revue le problème endogène et exogène. Parmi ces listes, on note la situation des cadres et agents ayant exercé à titre intérimaire les fonctions des commandements sur une longue période, les agents en détachement, ceux mis en disponibilité, le chef des divisions nommé par l'ordonnance numéro 10/015 n'exerçant pas les fonctions correspondantes, les chefs des bureaux nommés par l'ordonnance numéro 10/015 exerçant les fonctions correspondantes, les agents diplômés de l'ENF. Le directeur général de la DGRAD, Magui Sambi Kikoutoué, initiatrice de ce forum, accompagnée de ses 2 adjoints, Emmanuel Mbokoso Ntsele et David Moindo Ngwala, participant activement et efficacement à ces travaux, ont insisté sur les résultats fructueux qui doivent sanctionner ces échanges. Pour le directeur de l'informatique et président de sous-commission numéro 2, Jean-Grégoire Pinga Momboulé, et les rapporteurs général Deogracias Molimasio, c'est un travail volumineux auquel ils sont soumis pour les biens de la DGRAD. Nous avons un effectif de plus ou moins 5000 agents. Et donc vous voyez déjà s'il faut examiner la situation d'un agent au sein de la DGRAD, cette commission aura à traiter les 5000 dossiers. Et c'est un travail volumineux qu'on ne peut pas bâcler parce qu'il s'agit de la vie, de la carrière de tous les agents, indistinctement, qu'ils soient cadres ou simples agents, cadres de commandement je veux dire, ou simples agents de collaboration ou d'exécution. Nous avons ici arrivé à produire les différents tableaux que nous avons mis à la disposition des sous-commissions pour arriver effectivement à nous produire le résultat pouvant nous permettre de faire des propositions à la haute hiérarchie. Donc les sous-commissions sont en train de travailler par rapport à ce qu'ils ont reçu de la commission lors de nos premières séances. Nous avons pratiquement expliqué comment les travaux devraient se dérouler et les travaux se sont déroulés. Donc ici, nous visons à trouver des solutions aux problèmes administratifs et sociaux de cadres et agents de la DGRAD. Comme vous le savez, ce sont des problèmes qui sont restés pendants. Aujourd'hui, nous pouvons même lire, ça fait maintenant même plus de 17 ans, si nous comptons la première conférence des directeurs qui a eu lieu en 2007, nous pouvons même dire aujourd'hui, il y a au moins, depuis que la DGRAD est là, il y a au moins, si nous pouvons calculer, 12 ans depuis la première conférence, 12 ans que les problèmes continuent à s'accumuler. Satisfaction de membres de toutes les sous-commissions qui apprécient à juste titre la tenue de ces assises. On est en train de parcourir cas par cas, c'est-à-dire on voit les dossiers de chaque agent par rapport au grade statutaire, par rapport au grade de commissionnement obtenu en interne au niveau de la DGRAD,
et vérifier la régularité des textes des documents détenus. Et dans un premier temps, c'est cela. Et puis on commence par les cadres d'abord, les chefs de division, les chefs de bureau. Et ensuite, on ira maintenant vers les agents. Nous sommes en train d'analyser tout ce qu'il y a comme travail. Je pense qu'après, nous allons passer à l'étape de faire des propositions pour pouvoir résoudre les problèmes que nous allons pouvoir déceler. Jusque-là, on fait un effort pour interroger les textes et voir la réalité. Pour moi, ça se déroule bien. En tout cas, ça tombe vraiment à point nommé, d'autant plus que pendant toutes ces années, que ce soit les cadres et agents, quand on posait la question de savoir comment chez vous, comment vous évoluez, et tout le monde nous référait toujours à la commission ad hoc. Et cette commission, c'est ça aujourd'hui. Et quand je vois que Madame le DG a ce souci-là de la maximisation des recettes et que nous soyons calmes, raison pour laquelle elle préfère davantage prendre cette initiative-là, moi je me dis en tout cas, alors nous sommes heureuses parce que ça tombe vraiment au point nommé. Une première plénière est prévue pour ce dimanche 23 juin 2019 avant la grande plénière qui va boucler ses assises appelées à changer une fois pour toutes la situation de la DGRAD et de ses cadres et agents. L'opinion se rappelle encore de cette affaire rocambolesque du sujet indien qui a tenté corrompre avec 450 000 $ américains cash il y a de cela quelques semaines le directeur provincial de la DGA Kinville Pacifique Tamboué en vue d'obtenir des faveurs pour l'entrée sur le territoire congolais de sa marchandise en provenance de l'Angola via la frontière de Lufu. La valeur en douane de cette marchandise était de plus d'1 million de dollars américains. Le sujet indien avait-il le droit d'apporter du cash à la douane? La réponse à cette question se trouve dans le code de douane. Suivez. L'article 136 du Code des douanes stipule en son alinéa 1 que les droits et taxes sont liquidés par les receveurs du bureau des douanes conformément aux dispositions des articles 133, 134 et 135. Alinéa 2, le receveur doit communiquer immédiatement au déclarant les montants des droits et taxes. Tandis que l'article 316 stipule que tout montant de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation qui résulte d'une dette douanière doit être liquidé par les receveurs du bureau des douanes territorialement compétent dès qu'il dispose des éléments nécessaires et faire l'objet d'une prise en compte dans le registre des droits et taxes liquidés du bureau des douanes. Le receveur du bureau des douanes est personnellement et pécuniairement responsable des erreurs de liquidation, de prise en compte ou des perceptions qu'il commet au détriment du trésor ou des tiers visés à l'article 351. L'article 326 stipule que le receveur du bureau des douanes est autorisé à retenir la marchandise aussi longtemps que n'ont pas été intégralement payés ou garantis les droits et taxes y afférents, les amendes et taxes y afférents, toute somme quelconque due par les déclarants au trésor public. L'article 327 indique que la dette douanière s'éteint par le paiement du montant des droits et taxes, la mise du montant des droits et taxes, par la destruction de la marchandise dûment constatée par la douane avant qu'il en soit donné mais levé, par la confiscation de la marchandise, par le retrait de la déclaration des marchandises lorsque le régime auquel la marchandise est déclarée comporte l'obligation de payer les droits et taxes, par la vente aux enchères publiques de la marchandise abandonnée et enfin par la prescription. Au regard du code des douanes, il n'est pas permis à un importateur ou à un exportateur d'une marchandise quelconque de s'amener avec l'argent liquide auprès de la douane. S'il finit sa déclaration, il doit payer obligatoirement les frais dus au trésor public auprès de la banque et n'amène à la douane que son bordereau de versement. À bon attendeur, salut. Pour offrir un service de qualité, il est demandé tant aux personnes physiques que morales de s'acquitter de façon honnête et correcte de leurs obligations fiscales. Aujourd'hui, on estime qu'environ la moitié des capitaux qui circulent sur la planète transitent par les paradis fiscaux. Et c'est dans le but d'échapper au fisc et de priver à l'État ses ressources nécessaires. Cet élément réalisé par nos confrères de Radio-Canada que nous allons vous proposer maintenant vous permettra de comprendre que les paradis fiscaux sont des refuges
des criminels économiques. Pour pouvoir offrir des services publics de qualité en matière de santé, d'éducation, de protection de l'environnement et de sécurité, l'État demande que tous paient leur juste part d'impôts. Mais est-ce vraiment le cas? En fait, des sommes astronomiques échappent au trésor public, une situation dont nos gouvernements sont complices. Le dirigeant de cette multinationale canadienne vient de déclarer les revenus de sa société. Les finances de MNC se portent bien. La compagnie paiera donc des impôts. Or, grâce à une multitude de stratagèmes comptables imaginés par des fiscalistes créatifs, l'entreprise est en mesure de camoufler une partie de ses profits et de réduire sa facture d'impôts. Est-ce un tour de magie? En fait, c'est une illusion. MNC a fait transiter ses capitaux par des paradis fiscaux où elle a établi des filiales. Grâce à leur taux d'imposition insignifiant, à l'absence de réglementation et au secret bancaire, ces États offrent des possibilités très alléchantes pour les compagnies. Le Canada a conclu des conventions fiscales avec quelques-uns de ces États qui évitent aux entreprises qui s'y sont établies de payer des impôts là-bas et ici. Voilà qui permet à MNC de déclarer en toute impunité une bonne partie de ses profits dans ses oasis fiscales. Tout ça semble très compliqué? Ça ne l'est pas. Parmi les multiples stratagèmes qu'utilisent les entreprises et les individus, en voici un classique. Dans son usine, MNC produit des téléphones. Pour ce faire, elle bénéficie de nos infrastructures, de notre système légal et bien sûr de notre main-d'œuvre bien formée et en santé. MNC a reçu une commande de 1000 téléphones d'un client européen. Elle les vend $1 chacun à sa filiale MNC Caraïbes, en réalité un petit bureau dans une petite île. MNC Caraïbes revend le produit au client européen à son juste prix, disons $25 chacun. Pas un seul téléphone n'a transité par les Caraïbes. MNC Caraïbes a néanmoins fait des profits de $24 000. La filiale de la société canadienne devra bien sûr payer des impôts. Combien? $240, puisque dans cette île, ils sont établis à 1% des profits. MNC Caraïbes pourra donc verser $23 760 à Multinational Canada. MNC n'aura pas à payer d'impôts ici, puisque la somme a déjà été imposée dans les îles des Caraïbes. Un traité signé par notre gouvernement avec ce pays empêche la double imposition. MNC pourra donc redistribuer cette somme libre d'impôts à ses actionnaires. Les actionnaires de la multinationale, désormais plus riches, pourront à leur tour confier cet argent à d'autres sociétés offshore qui se chargeront de le faire fructifier sans que le gouvernement ait son mot à dire. Voilà qui explique pourquoi dans le palmarès des investissements canadiens à l'étranger, les paradis fiscaux occupent 5 des 8 premières places. En 2011, 53,4 milliards d'investissements canadiens directs ont eu lieu à la Barbade, un pays avec lequel le Canada possède une entente d'amnistie fiscale. Or, en 2010, la valeur des échanges de marchandises entre les deux pays ne représentait que 50,4 millions de dollars. Les capitaux qui circulent à la Barbade ne génèrent donc aucune activité commerciale. Ils sont seulement le résultat de stratégies d'optimisation fiscale. On estime aujourd'hui qu'environ la moitié des capitaux qui circulent sur la planète transitent par les paradis fiscaux. Tout le monde doit payer sa juste part d'impôts. Il est grand temps de cesser de faire l'autruche. S'attaquer aux paradis fiscaux, c'est une question de justice sociale, tout simplement. La libéralisation du secteur des assurances est effectivement en marche en République démocratique du Congo sous la houlette de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Pour comprendre le rôle joué par cette institution, je vous convie à suivre religieusement cet élément explicatif. Bonjour. Nous sommes des agents de l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Nous allons vous parler de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Les assurances sont un moyen de se prémunir contre les aléas et risques de la vie. Elles sont très nécessaires dans notre quotidien. Elles consistent à payer un montant de manière régulière, que l'on appelle prime, afin d'être dédommagé entièrement ou partiellement quand le sinistre arrive.
Les assurances sont une source de financement pour notre économie. Le secteur des assurances a été récemment libéralisé dans notre pays et ce processus est géré par l'ARCA. Il faut savoir que l'histoire des assurances en RDC a connu 3 époques. Depuis l'époque coloniale, de nombreuses compagnies d'assurance étrangères existaient sur le territoire, mais les primes qu'elles percevaient étaient envoyées à l'extérieur du pays, ce qui n'a pas profité à notre économie. En 1966, notre pays a connu la nationalisation du secteur des assurances et la création de la SONAS, la Société nationale d'assurance, qui était la seule société d'assurance autorisée à opérer dans notre pays. Ce modèle avec monopole, n'étant plus adapté à notre situation socio-économique, c'est donc en 2015, plus de 50 ans après, que le marché a été libéralisé avec promulgation de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances. La loi ou Code des assurances a prévu qu'une institution soit créée afin de conduire le processus de libéralisation et de mettre en place les conditions nécessaires au développement du marché libéralisé des assurances en RDC. C'est ainsi que fut créé l'ARCA par le décret numéro 16/001 du 26 janvier 2016. L'ARCA, Autorité de régulation et de contrôle des assurances, est un établissement public indépendant à caractère technique exerçant ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Elle veille à la protection des droits des assurés, aux droits des bénéficiaires des contrats d'assurance. L'ARCA réglemente le marché des assurances et contrôle les sociétés d'assurance. L'ARCA veille aussi à la solidité des sociétés d'assurance et à leur capacité à honorer leurs engagements. L'ARCA est le conseiller du gouvernement de la RDC en matière de régulation et de contrôle du secteur des assurances. À ce titre, elle a non seulement pour mission de traiter toutes les questions liées aux assurances en RDC, mais aussi de piloter le processus de libéralisation à travers l'exécution du Code des assurances. Mais qu'appelons-nous la libéralisation ? Définissons la libéralisation du secteur des assurances en RDC par les 5 éléments suivants. Un nouveau cadre légal, le Code des assurances, une autorité pour la piloter, mais aussi pour réguler, contrôler, animer le marché, l'ARCA. La mise en place de mécanismes multisectoriels pour assurer le fonctionnement de ce nouveau marché concurrentiel. La mise en place de mécanismes de protection des assurés et des bénéficiaires des prestations d'assurance, l'introduction de nouveaux opérateurs d'assurance et la mise en conformité des opérateurs existants. Cela veut donc dire que nous avons de nouvelles sociétés d'assurance ? Oui, bien sûr. Le marché étant libéralisé, il est donc permis à des nouvelles sociétés d'assurance de venir opérer en RDC. C'est donc la responsabilité de l'ARCA de donner les autorisations aux nouvelles sociétés d'assurance qui veulent travailler en RDC après étude minutieuse de leur dossier. Ce nouveau marché donne donc le choix à la population congolaise, non seulement sur un nombre varié de sociétés d'assurance, mais une gamme élargie de produits et services d'assurance. La vision de l'ARCA est de faire du marché des assurances en RDC un marché dynamique, inclusif, équitable, conforme aux standards internationaux. L'ARCA est le pilote de la libéralisation du secteur des assurances, l'arbitre du marché pour que celui-ci profite réellement à notre population et à notre économie. L'ARCA est opérationnel et le marché est ouvert. La République démocratique du Congo est en coopération avec la Banque africaine de développement depuis 1973. De là jusqu'à nos jours, la BAD a investi 6,1 milliards de dollars américains et actuellement, elle dispose d'un portefeuille d'environ 1,5 milliard de dollars au profit de Kinshasa, a laissé entendre le président de la BAD, Akinwumi Adesina. C'était lors des panels au forum sur le développement du secteur privé tenu le mardi 18 juin à Kinshasa en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours des échanges avec les opérateurs économiques, le patron de la BAD a appelé ces derniers à la transformation des matières premières pour permettre à la RDC de créer des richesses. Selon lui, les pays qui font l'exportation des matières premières et deviennent pauvres et ceux qui font la transformation des matières premières deviennent riches. Le patron de la BAD a poursuivi en disant que Dieu aime la RDC. C'est un pays qui a d'immenses ressources naturelles, mais on ne mange pas le potentiel. Il faut travailler et travailler dur pour transformer ce potentiel en richesse matérielle. Cependant, Adesina s'est dit confiant
que le leadership de Félix Tshisekedi Tshilombo pourrait aider à transformer le potentiel de la RDC en richesse pour la population. Concernant le projet de construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville soutenu par la BAD, la communauté Nekongo signe et persiste. Pas question de démarrer ces projets, en tout cas pas avant la construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central. Le ministre des Finances et gouverneur de Banque centrale de pays d'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Abidjan en Côte d'Ivoire le 17 et le 18 juin 2019. Ils souhaitent l'instauration en 2020 d'une monnaie unique appelée à remplacer le franc CFA conformément aux objectifs de la CEDEAO. Les responsables économiques des 15 pays d'Afrique de l'Ouest veulent commencer le déploiement de la future monnaie unique en 2020. Le projet date de 1983 et son lancement a été plusieurs fois reporté, mais les concernés maintiennent le cap, souligne la RFI. Ils ont été dans la capitale ivoirienne pour examiner les rapports du comité d'experts, notamment les propositions et recommandations sur le nom et symbole de la future monnaie, sur le régime d'échange ou le modèle de banque centrale, rapporte le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi-Brou. Selon le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adam Koné, la monnaie unique qu'ils envisagent n'est plus à présent une utopie technocratique. Ils œuvrent dans un espace communautaire à lever toutes les barrières intérieures et les obstacles réglementaires à la libre circulation de biens, de capitaux, de services et de personnes. 4,8 milliards de dollars américains, c'est le montant des investissements industriels recensés dans le baromètre mondial du cabinet français Trendéo et rendu public dans une correspondance le 19 juin dernier. Entre janvier 2016 et mars 2019, plus de 12 000 projets sont illégalement répartis dans le monde d'après la même source. Près de la moitié des investissements industriels de plus de 30 millions de dollars américains ont été annoncés en Asie, contre 17% pour l'Europe et près de 7% en Afrique. Un quart des investissements sont réalisés sur le continent américain. Certaines régions de la Chine et de l'Inde affiche parmi les meilleurs scores en termes d'investissement dédiés à des usines dites du futur, évaluées selon 6 critères dont la numérisation et l'efficacité énergétique. Ces projets se concentrent surtout dans les pays au PIB élevé. La 6e édition de la Semaine française de Kinshasa, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, a eu lieu du 12 au 16 juin 2019 à l'hôtel Pullman sous le thème « Diversification et transformation ». Un nouvel élan économique, la diversification et la transformation de l'économie constitue la voie idéale pour le décollage, l'émergence et le développement économique de la RDC. Jean-Louis Miasfeko Maloubaki vous propose son analyse sur ce sujet à la lumière de cette activité de la Chambre de commerce d'industrie franco-congolaise. Dans les années 60, les Pays-Bas connaissent un boom économique suite à ses exportations de gaz. Paradoxalement, l'afflux considérable des devises étrangères finit par miner sa compétitivité et son industrie manufacturière qui ne put prendre le relais à la diminution de cette matière première. Ce phénomène des effets pervers des économies d'exportation des ressources naturelles ou des mono-exportations a été nommé à juste titre maladie hollandaise ou syndrome hollandais ou Dutch disease en anglais. La RDC a connu plusieurs épisodes de cette malédiction des richesses naturelles comme les pays membres de l'OPEP avec les hauts et bas des cours du baril de l'or noir et comme bien d'autres nations dans l'histoire. On comprend mieux le thème choisi par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise CCIFC pour la 6e édition de la Semaine française de Kinshasa. Diversification et transformation, un nouvel élan économique. Pour le cas de la RDC, la diversification consiste donc à passer du seul secteur minier d'exportation au développement de l'agriculture, l'agro-industrie, l'agroalimentaire,
le textile, le tourisme, les télécommunications, les transports, les services, les forêts, l'énergie, la pharmacie, le recyclage, le développement durable, les nouvelles technologies, etc. Tous les pays sont appelés à diversifier leurs exportations pour résister aux chocs externes, créer des emplois, être compétitifs et diminuer la vulnérabilité de leurs économies. La diversification repose sur le socle de la transformation économique qui, elle doit faire passer une économie du secteur primaire au secteur secondaire, tertiaire, puis quaternaire, de l'informel au formel, d'un système déstructuré, désarticulé à une organisation nationale cohérente et structurée selon un aménagement du territoire approprié. La transformation économique doit mener ses habitants à créer une large base de PME, de PMI et de très nombreuses très petites entreprises avec des champions nationaux dans plusieurs secteurs. En somme, diversification et transformation doivent, comme le dit le président du CCIFC, Ambroise Chioyo, faire de la RDC un modèle de prospérité. Même le secteur minier exige en son sein une diversification. Selon l'économiste industriel Jean-François Arménian, la RDC peut encore exploiter 50 nouveaux minerais stratégiques, donner plus de valeur ajoutée à ces matières grâce à la métallurgie et doter le ministère de tutelle d'une véritable politique minière. Quant au financement de la diversification et de la transformation, la solution est la bonne gouvernance qui passe par une lutte sans relâche contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires et de l'environnement des investissements, l'accès des PME, des PMI et des très petites entreprises aux institutions de prêt et crédit. À ce sujet, Grégory Clément, directeur général de Proparco, filiale de l'Agence française de développement AFD, spécialisée dans le financement du secteur privé, a présenté le projet Choose Africa durant la semaine française à l'hôtel Pullman. Cette initiative consiste à accompagner 10 000 entreprises africaines d'ici 2022 avec 2,5 milliards d'euros de financement, principalement des PME, des TPE et des start-up. La France appuie particulièrement la RDC dans sa réforme fiscale, notamment dans la constitution de sa chaîne de la recette. Quelles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa au samedi 22 juin 2019? La réponse dans ces récits signés Philochele Bapeke et Unkaenye. Si les prix de certains produits ont connu une hausse, d'autres par contre sont restés stables sur les principaux marchés de Kinshasa. Concernant le sucre, les prix d'un sac de 50 kg a connu une hausse, passant de 62 500 francs congolais à 64 000 francs congolais, soit 1 500 francs congolais de hausse. Au marché de la Liberté dans la commune de Massina, même constat fait au marché central où les prix de ces mêmes produits est passé de 63 600 francs congolais à 64 600 francs congolais, soit 1000 francs congolais de plus par rapport à la semaine passée. Au marché Zigda, pour avoir un sac du sucre de 50 kg, il faut débourser 65 000 francs congolais. Au marché Gambela, il coûte 64 800 francs congolais. Cette hausse du prix du sucre est due à sa rareté sur les marchés qui s'explique par l'entretien de machines de l'usine de Kouilungongo durant cette période de la saison sèche. Pour le haricot, les prix d'un sac de 100 kg en provenance de la ville de Goma au nord Kivu et de la province du Congo central a connu une augmentation. Il est passé de 160 $ américains à 165 $ américains, soit 5 $ américains de plus au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le même sac de haricots est passé de 155 $ américains à 170 $ américains. Au marché Zigda, il coûte 160 $ américains, une hausse de 10 $ par rapport à la semaine qui vient de passer. Et enfin, au marché Gambela, les prix est passé de 155 $ américains à 165 $ américains. Concernant les poulets, les prix d'un carton de poids 12 a connu une hausse. Il est passé de 53 000 francs congolais à 53 500 francs congolais au marché de la Liberté. Hausse également au marché central où le prix de ces mêmes produits est passé de 53 000 francs congolais à 54 000 francs congolais. Stabilité des prix par contre au marché Zigda où ces mêmes produits a maintenu son prix de la semaine passée à 54 400 francs congolais. Légère hausse au marché Gambela où le prix est passé de 52 700 francs congolais à 53 000 francs congolais. Du côté l'huile végétale, le prix d'un bidon de 5 litres a coûté 13 300 francs congolais au marché de la Liberté, 13 200 francs congolais au marché central, 13 000 francs congolais au marché
Ziguida et 13 400 francs congolais au marché Gambela. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec le manioc, dont un sac de foufou en provenance de provinces du Koulou et du Congo central a connu une baisse passant des 90 000 francs congolais à 80 000 francs congolais, soit 10 000 francs congolais de moins. Nous sommes au marché de la Liberté, baisse également au marché central où le même sac est passé de 95 000 francs congolais à 85 000 francs congolais. Au marché d'Iguida, le même sac de foufou est passé de 100 000 francs congolais contre 90 000 francs congolais. Au marché Gambela, il coûte 87 000 francs congolais. Tels sont les prix de quelques denrées alimentaires collectées du lundi 17 au samedi 22 juin 2019 sur le principal marché de Kinshasa. Voyons à présent du côté de l'Institut national de la statistique INES qui nous livre les informations collectées du 17 au 22 juin 2019 sur l'indice de l'inflation hebdomadaire. Muriel Makiese-Loutina. L'inflation de la semaine du 17 au 22 juin 2019 est consécutive à la hausse des prix des céréales, notamment la farine de maïs et du riz au Katanga, du sucre, de certains légumes et de quelques articles de soins corporels. Cette inflation hebdomadaire est de 0,119% au niveau national et 0,041% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 2,010% au niveau national et 1,983% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,226% au niveau national et 4,168% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 4,009% au niveau national et 3,673% à Kinshasa. Sur le marché d'échange, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 21 juin 2019 un dollar américain à 1644,89 francs congolais, 1 euro à 1843,10 francs congolais et 1 franc CFA à 2,80 francs congolais. Au samedi 22 juin 2019, au parallèle, le taux était à 1640 francs congolais le dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa et à 1660 francs congolais le dollar précisément sur l'avenue du commerce au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international d'Unjili, le taux demeure depuis plusieurs mois à 1600 francs congolais, 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. Nous sommes à Matadi dans la province du Congo central où le dollar américain se négocie à 1600 francs congolais. 1620 francs congolais, c'est le taux observé à Bounia dans la province de l'Ituri. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le dollar américain se négocie à 1625 francs congolais et 1630 francs congolais à Bwende dans la province de la Chuapa. À Kikwit, dans la province du Kwilu, la devise américaine s'est échangée à 1635 francs congolais. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Mbujimaï, dans la province du Kasai oriental, où un dollar américain s'est échangé à 1650 francs congolais. On prend à présent de nouvelles de cours des matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 22 juin 2019. C'est avec Ruben Mayoni. Ntiaki Yunga. Tendance au vert pour les prix du baril du pétrole sur le marché international, dont une hausse de 1% à Londres, le baril revenant à 65,35 $ américains, même à New York, où le même baril a coûté 57,61 $ américains, soit une hausse également de 0,66%. La tonne du cuivre a elle aussi affiché une hausse de 0,60%, se négociant à 5 960,50 $ américains, stabilité de la tonne du cobalt à 28 000 points. L'once d'or, de son côté, est en légère hausse de 0,67% pour se situer cette semaine à 1396,20 $ américains. Côté produits céréaliers, la tonne du maïs est en hausse de 0,28%, se vendant à 442 $ américains. Celle du riz est à 11,30 $ américains, en baisse de 0,62%. La tonne du blé est en hausse de 0,72%, se négociant à 526 $ américains. Pour les autres produits agricoles, la tonne du café
de son côté, a coûté 101 $ américains, soit une hausse de 2,76%. Celle du cacao s'est vendue à 2502 $ américains, en baisse de 0,44%. Et enfin, la tonne du coton a bouclé la semaine en forte baisse de 6,41%, se vendant à 61 $ américains. La grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci de nous avoir suivis à Inga, Tchela et Lukula. Nous sommes là dans la province du Congo central.